Alors maintenant, voilà, il y a Marie-Ange et Stani qui sont avec nous pour parler déjà de la Maison Arc-en-Ciel et surtout de commune gay-friendly. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la Maison Arc-en-Ciel en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, voilà, je suis Marie-Ange Cornet, sans voix. Je suis la directrice de la Maison Arc-en-Ciel, qui est une association, un service qui est au service des lesbiennes, gays, bisexuels et transidentitaires et de leurs proches. Et donc, on fait essentiellement des entretiens individuels, des actions un peu collectives. On se rencontre de manière conviviale pour discuter un peu d'une chose, enfin d'un état qui peut paraître pour les hétérosexuels parfois comme quelque chose de négatif. Et donc, lors de ces rencontres, on peut parler des discriminations dont on fait l'objet, mais aussi parler des choses positives, évidemment. À part ça, on fait des animations scolaires, donc on va dans les écoles, des animations en centre de réfugiés, par exemple. Pas spécialement parce qu'il y a plus d'homophobie en centre de réfugiés, mais parce que certains réfugiés quittent leur pays parce qu'ils font l'objet de discrimination forte. Il faut savoir que certains pays condamnent encore à mort les homosexuels et la peine de mort est malheureusement appliquée dans ces cas-là. Voilà. Et donc, on a lancé, si je reviens sur la campagne Gay Friendly, une campagne Gay Friendly dans toute la province du Luxembourg. Le but est de demander aux commerçants d'apposer un autocollant qui permet de dire que c'est bienvenu à tous. Mais pas seulement aux homosexuels, bisexuels, transidentitaires, mais aussi à toutes les diversités. Donc, on a voulu que ce soit ouvert à tous. Donc au niveau racial aussi, quoi. C'est ça. Oui, l'idée, c'est que quand vous avez une personne qui s'ouvre aux homosexuels, en général, ce sont des personnes ouvertes à tous. Ouais. Et c'est un signal positif vers toutes les diversités. Oui, en fait, lutter contre l'homophobie, c'est salutaire aussi pour les autres. Forcément. Pour tous. Ouais. C'est le blanc de la radio. Je sais pas, il pose des questions. Qui veut poser des questions Autrement, je t'en pose aussi. Hein, d'après ce que je lis, il y a certains commerçants qui ont refusé ça, de mettre cet autocollant. Et donc, pourquoi en règle générale? En fait, quand moi je demande les raisons pour lesquelles les commerçants refusent la campagne, ils n'ont pas vraiment d'arguments à m'avancer. Sauf certaines exceptions très rares. Par exemple, j'ai le cas d'une personne qui m'a clairement dit qu'il n'irait pas manifester contre ces gens-là, je mets des gros guillemets, mais il ne les soutiendrait pas non plus, il n'aurait pas envie de les soutenir. D'autres personnes me disent qu'ils sont déjà ouverts à tout le monde, que ce n'est pas nécessaire de mettre un autocollant. Donc ça peut se défendre, mais ça serait bien de le prouver aussi publiquement. Oui, disons que l'objet de la question, c'était de savoir est-ce que c'est une peur d'une pression sociale supposée ou alors c'est de l'homophobie affirmée et assumée. Mais ça, c'est difficile à savoir, quoi, parce que, par exemple, il y a un commerçant qui m'a clairement affirmé que s'il apposait l'autocollant, il risquait de perdre certains de ses clients. Oui. Ok. Ouais, c'est vrai que... Et d'autres aussi qui ont été assez froids, on va dire, qui m'ont quasiment tourné le dos, qui m'ont dit au revoir, monsieur. Mais en règle générale, c'est un sujet qui est tabou pour certaines personnes quand même. Je pense que c'est quand même une minorité, quoi. Je pense qu'à notre époque, les gens sont quand même relativement ouverts à ce niveau-là. D'ailleurs, je suis très bien accueilli dans la plupart des commerces. Les gens trouvent que c'est une très bonne initiative. Ils me souhaitent bonne chance pour la suite, ce genre de choses. On m'a même offert une fois une boîte de pralines. Quelquefois des boissons. Mais une toute petite. Il y en avait 5 dedans. Ah ouais. Que j'ai dû partager avec mes collègues et notamment ma directrice. Normal. Oui, parce qu'il y a aussi un phénomène de génération. Là, je revoyais une vidéo, c'était Bernard Blier qui parlait de Jean Carmet et à un moment, il donnait sa définition de l'homme et il aborde l'homosexualité. Bon, évidemment, à cette époque-là, c'était encore non seulement un délit, mais considéré comme une maladie mentale. Donc c'est pour ça on peut se retrouver des fois avec des gens qui ont 70, 80 ans et qui ont encore des pensées qui nous paraissent assez choquantes. Mais il y avait un contexte
à cette époque-là. Mais vous sentez une amélioration réelle? Oui, en fait, on sent effectivement une amélioration réelle et je pense que vraiment ce qui a fait la fracture, c'est le vote des lois qui donnent en fait l'égalité des droits aux homosexuels et aux hétérosexuels. Donc la loi sur le mariage et puis la loi sur l'adoption. Ça a vraiment été un électrochoc, je crois, pour la population. Manière de dire, bah oui, pourquoi pas, pourquoi ne seraient-ils pas égaux? Il reste effectivement des petites poches d'homophobie. Elles ne sont pas trop ressenties quand on va dans un commerce ou l'autre. Par contre, il est beaucoup plus compliqué de louer une chambre d'hôte, par exemple, parce qu'on ne sait jamais si on va être bien accueilli. Et donc, si on n'est pas encore très, très sûr de soi, on a tendance à ne pas le dire. Et pour avoir fait l'expérience, on est tombé dans une chambre d'hôte où on était vraiment très, 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 très mal reçus. On a eu des témoignages aussi d'hôteliers qui disaient que parfois des couples homosexuels étaient regardés par les personnes qui venaient dans la chambre d'hôte. Voilà, donc ce sont des expériences vécues et c'est pour ça qu'on voudrait que cet autocollant puisse se généraliser, être connu, y compris par les touristes, parce que alors les touristes gays ou transidentitaires, ou même les couples de lesbiennes, pourraient se dire, bon, là je suis sûre, j'y vais les yeux fermés, on va être bien accueillis, tandis que pour le reste, c'est toujours un peu un coup de poker. Donc oui, ça enlève une pression comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, on a voulu aussi faire cette campagne pour les transidentitaires, parce que c'est vrai que l'homosexualité aujourd'hui est quand même mieux acceptée, les jeunes en parlent, dans les classes, on sent bien que l'homophobie recule. Par contre, au niveau de la transidentité, elle est encore très très mal connue. Et donc, des témoignages, par exemple, quand Stani a pu aller dans les commerces, on se rend compte que les gens ont encore cette idée de transidentitaire comme étant des gens qui vivent la nuit, des prostituées, bois de Boulogne, etc. Or, nous avons un groupe de transidentitaires et ce sont des gens qui travaillent à la SNCB, à la Poste, dans une commune. Donc, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Et donc, on voudrait vraiment casser cette image et faire en sorte que chaque commerçant puisse les accueillir au même titre que d'autres personnes. Alors, il y a évidemment des points sensibles qui sont, par exemple, les esthéticiennes. Donc, quelqu'un qui naît dans un corps d'homme et qui se sent une femme, il doit se faire épiler. Et donc, il faut trouver une esthéticienne qui soit accueillante, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, à la Maison Arc-en-Ciel, on essaie de recueillir quand même un certain nombre d'adresses de personnes qui sont bien accueillantes et qui sont compréhensives. C'est la même chose pour l'achat de vêtements. Donc, quand on change de genre, puisqu'il s'agit de genre, et qu'on va dans le genre ressenti, voilà, on va passer dans des vêtements qui sont des vêtements de l'autre genre, et c'est pas évident de pousser la porte d'un magasin pour avoir ce genre de demande. Et c'est vrai que généralement, je pense que ce que les gens ont de cette image de transsexuel extrême, on va dire, c'est justement ces personnes qui, pour passer et pour se sentir peut-être acceptées dans l'autre genre, vont aller dans les extrêmes. Moi, c'est ce que j'ai souvent remarqué dans les documentaires ou autres, c'est que elles vont finalement... ces personnes-là vont faire ressortir toutes les grosses caricatures qu'on a de la femme, avec vernis jusque-là, avec peut-être en se disant que ça se rapproche le plus du modèle qu'ils ont, eux, de la féminité, alors que c'est pas forcément le cas. C'est très... c'est peut-être pour ça qu'on a cette image-là, c'est parce que c'est pas assez nuancé et que ces personnes sont peut-être mal accompagnées aussi. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Peut-être deux réponses. D'abord, il faut se dire que les personnes qui osent se présenter dans les documentaires sont des personnes qui ont déjà fait un travail et qui sont peut-être effectivement dans une extravagance que d'autres personnes plus discrètes n'auraient pas. Alors, l'autre chose, c'est que quand on est contraint de vivre dans le genre opposé à ce qu'on ressent, je pense qu'on a envie de s'accaparer le visuel en fait du genre où on voudrait être. Et c'est vrai que on entend cette critique notamment de la part d'esthéticiennes qui disent mais elle devrait faire attention, ne pas prendre ces prénoms qui parfois sont des prénoms extrêmement féminins mais qui ne sont pas des prénoms
tout le monde choisirait, ne devrait pas se maquiller autant. Mais c'est pas du tout évident de vivre contraint comme ça dans un genre et puis de se retrouver à oser passer le pas et à oser s'accaparer les signes de la féminité. Par ailleurs, il faut savoir que souvent, et c'est pour ça aussi qu'on veut faire cette campagne, souvent les personnes qui décident de passer le cap sont des personnes âgées. Donc plus âgées, je dirais qu'elles n'ont plus rien à perdre. Et donc elles sont, en tout cas quand il s'agit d'hommes qui font la transition pour être des femmes, ce sont des personnes qui sont déjà marquées au niveau de la virilité. Et donc pour cacher l'ombre de la barbe, il faut mettre du fond de teint. Et donc, fatalement, ça fait une personne surchargée de fond de teint. Et donc, on est avec des personnes, effectivement, qui ont tendance à trop, au début en tout cas, à trop se maquiller. Après, avec les conseils, voilà. Je pense qu'il faut peut-être se mettre dans la position de la personne avant de porter le regard. C'était vraiment pas dans le jugement. Non, j'essaye de comprendre. En parlant de suradaptation, tu peux prendre aussi beaucoup de mâles hétéros qui sont dans le surjeu de l'homme viril pour, alors que pour dire ça en vous avez devient vu les becs, je suis macho, un mec, voire quoi. complètement stupide, quoi. C'est pathétique de voir des hommes comme ça. Enfin, moi, je les regarde même je pas. crois que puisque par rapport à une orientation sexuelle, je crois que c'est une question de personnalité aussi et de confiance en soi. Et je pense aussi qu'il faut aussi se dire, mais pourquoi pas des personnes pourraient être hyper masculinisées, d'autres hyper féminisées, pourquoi pas. Il y a de la place pour tous dans notre société, je pense. Et je pense aussi qu'il faut dépasser ce qu'on ressent ou ce qu'on voit quand on voit la personne et essayer de rencontrer la personne dans ce qu'elle est. Donc ça, c'est une démarche qu'on fait tout le temps. Et par rapport aux transidentitaires, c'est une démarche qui vaut la peine parce que moi, j'ai rencontré vraiment des belles personnes qui ont beaucoup souffert parce que souvent la transidentité, c'est être dans un genre qui n'est pas le sien. Donc, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle qui est vraiment, là, je suis attirée affectivement, sexuellement par une personne du même sexe. Par contre, une transidentité, on ne parle pas de transsexualité parce que sinon il y a confusion, donc on parle de transidentité ou de transgenrisme. C'est je suis dans le mauvais genre, je suis née dans le mauvais genre. Et c'est une perception qu'on ressent à partir de 2-3 ans. Donc c'est pas, ou 4-5 ans. C'est une perception qu'on ressent dès le début, dès qu'on se rend compte qu'il y a des filles et des garçons, on ressent qu'on n'est pas dans le... Donc ce sont des personnes qui ont souffert toute leur vie. Alors, il y a le cas particulier des intersexués. Donc, ce sont les personnes qui naissent avec les deux sexes, les deux genres. Hermaphrodite. Alors, hermaphrodite, c'est le terme pour les animaux. Et pour les humains, on dit intersexués. Oui, c'est vrai que les termes sont dans le public utilisés un peu dans tous les sens. Et donc, on avait vu un documentaire en sciences sociales et c'était hermaphrodite. Voilà, et donc c'est un des combats. C'est un des combats des transidentitaires et des intersexués, c'est que justement, il y a un vocabulaire spécifique qui soit un vocabulaire lié aux humains et non pas un vocabulaire général qui confondrait en fait les escargots qui sont hermaphrodites avec les humains. Donc il y a ce combat de reconnaissance par le vocabulaire, de reconnaissance aussi par... alors si j'entre dans la loi, vous allez blêmir en fait, parce que la loi belge oblige en fait un transidentitaire à se travestir, donc à vraiment se déguiser dans l'autre genre et à passer chez un psychiatre pour avoir droit à un changement d'identité sur la carte d'identité. Donc la décision et l'autodétermination n'existent pas pour les transidentitaires. Il faut que ce soit un psychiatre, donc un médecin qui a fait des études psychiatriques, qui dit si la personne est effectivement transidentitaire. Et vous imaginez si le psychiatre dit bah non, celle-là, elle ne l'est pas, le drame que ça peut faire chez la personne qui se sent comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Mais ne pensez-vous pas, justement par rapport à ça, que c'est aussi une façon d'être sûr de son choix? Je veux dire que lorsqu'on parle d'euthanasie, c'est aussi la même chose. Bon, évidemment, le sujet n'est pas aussi irrémédiable, mais je veux dire... Alors, il n'y a pas de psychiatre pour l'euthanasie. Donc, c'est deux médecins. Mais là, il n'y a peut-être pas question de choix. C'est un ressenti, il n'y a pas de choix. C'est un ressenti, je suis d'accord, mais parfois, on peut se tromper, même sur ses propres ressentis.
Et donc, je pense pas que... Oui. Pour moi, personnellement, je pense que le choix doit effectivement appartenir à la personne elle-même, puisque c'est quand même son corps, sa vie, c'est elle qui choisit pour elle. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais moi, en réalité, je ne vois pas où est le problème de voir quelqu'un, ou peut-être alors par choix, mais en tout cas de se dire je suis sûr de mes choix. Et donc, c'est de là Le j'ai un problème, peu c'est de pas mal. de voir quelqu'un, c'est de ne pas pouvoir s'autodéterminer et que tu sois dépendant du choix d'un tiers. C'est ça Voilà. le Et problème. le psychiatre va choisir, en fait. Et s'il choisit dans le mauvais sens, donc s'il ne reconnaît pas la personne comme étant transidentitaire, c'est mort. Mais ça peut aussi être l'inverse, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est juste en réflexion par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il désire être et qui, à la limite, fait une adolescence un peu retardée, on va dire. Enfin, au niveau du fonctionnement Cognitif. cognitif. Mais, et que justement, elle s'est rendue compte avec l'aide de plusieurs psychiatres que finalement, elle est dans ce questionnement et que ce n'est pas ce qu'il a, enfin, c'est pas déterminant dans l'heure. Enfin, c'est pas. Alors, ce qu'il faut c'est savoir, vraiment c'est relatif que à la personne, nous, quoi. on a évidemment les témoignages des transidentitaires. Ce qu'il apparaît, c'est que c'est rarement, on est rarement dans l'ambivalence. Les gens qui sont dans l'ambivalence, ils le savent, et d'ailleurs, ils ne se déterminent pas comme transidentitaires. Ils vont dire qu'ils sont queer, donc autre chose, ou genre fluide, donc la personne qui se sent à la fois homme-femme, donc qui n'est pas... Donc queer, c'est un terme qui désigne les personnes qui ne se sentent appartenir à aucun genre. Donc ni femme ni homme. Genre fluide, on dit plutôt les personnes qui sont à la fois hommes-femmes, etc. Ces personnes ne font pas la démarche spécifiquement vers le changement d'identité sur la carte d'identité. Donc ce sont des personnes qui sont comme ça entre les deux. On dit, quand on rencontre quelqu'un, oh, il est plutôt androgyne celui-là. Et Ouais. donc ces personnes qui même en jouent en fait, qui un jour vont être femmes, un jour hommes. Moi, je trouve ça Et donc ils ne sont super beau, pas, pas du tout dans la démarche de je suis dans un corps qui n'est pas le mien, qui ne me correspond pas. Alors sur la question du psychiatre, des tas de transidentitaires vont voir un psychologue pour justement aller mieux, parce qu'ils sont en inadaptation complète avec la société. Et c'est pas là la question. La question, c'est de donner à un médecin, donc déjà dire que c'est une maladie mentale, puisque c'est un psychiatre, donner à un médecin le pouvoir de dire je suis comme ça ou je suis pas comme ça. Et donc, c'est sur ce point-là, évidemment, qu'on se bat, parce que c'est la première étape, c'est le changement d'identité sur la carte d'identité qui permet de ne pas être confronté au regard de la population, mais aussi de la police, par rapport à son aspect extérieur. Donc, si moi, je m'habille maintenant en homme, alors que sur ma carte d'identité, c'est une femme, quand je rencontre la police, il y a un problème. Donc, quand je pars à l'étranger, il y a un problème. Mon passeport ne correspond pas à mon aspect extérieur. Donc, c'est déjà un problème. Alors, la deuxième chose, c'est la transformation physique et donc l'opération. Et de nouveau, là, c'est un long calvaire, justement avec l'avis du psychiatre, des séances qui n'en finissent pas de psychologues, alors que les personnes qui font cette démarche ont déjà beaucoup travaillé sur elles-mêmes. Et donc, de nouveau, elles sont obligées de passer par le psychiatre. Alors, en Belgique, et ce qui est interdit par les conventions internationales, ça passe aussi par la stérilisation. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont transidentitaires, qui veulent faire l'opération, doivent se faire stériliser en même temps. Et donc, alors, on peut se dire, oui, mais bon, c'est normal. Allez, c'est quand même les femmes qui ont des enfants, qui accouchent, et les hommes qui... Alors, moi, je vous invite vraiment. Il y avait, il n'y a pas très longtemps, un reportage sur la RTBF. Je ne regarde pas le web, je regarde la RTBF encore. Donc, un reportage sur Matière grise, sur justement, aux États-Unis, des transidentitaires qui ont accouché. Donc, des femmes, au départ, qui ont fait le changement de genre. Et qui ont gardé leurs organes féminins et ont accouché. Alors, on voit effectivement la personne porte la barbe et accouche. Et moi, je trouve ça d'abord étonnant. Et c'est bien parce que ça nous remue un peu dans nos certitudes. Mais ce qui est assez passionnant, c'est que les médecins disent c'est une expérience intéressante, notamment pour lutter contre la stérilité des femmes. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, en prenant des hormones masculines pour avoir la barbe, etc., ça n'empêche pas, en fait, après de pouvoir avoir un enfant. Et donc, ça aide la recherche. Voilà. Mais moi, je pense que c'est intéressant parce que ça casse les catégories et ces petites cases où chacun essaie de nous mettre.
Par contre, peut-être juste faire une petite, un petit point pour que tout le monde comprenne bien que queer, donc c'est au niveau de l'orientation Non, genre. on est aussi sur l'identité. L'identité de genre, donc c'est comment je me ressens, est-ce que je me ressens femme, homme, et queer, c'est vraiment, je ne me sens ni homme ni femme. Alors que asexué, c'est plutôt au niveau de l'orientation sexuelle. Alors, oui. Donc Okay, asexué, homosexuel, bisexuel, c'est l'orientation sexuelle. Bah, asexué, c'est sans sexualité. Donc, pour bien que tout le monde comprenne. Le vocabulaire est un peu compliqué, mais le fait d'avoir acquis des droits a permis à certaines personnes qui sont vraiment en dehors du schéma je dirais, normal, entre guillemets, de pouvoir définir ce qu'ils sont et dire ce qu'ils sont, et puis être connus dans ce qu'ils sont. Okay. Je vois ici. Donc, l'homoparentalité, je me demandais, est-ce que c'est le cas que vous venez d'expliquer avec les États-Unis, ou alors est-ce que c'est, par exemple, un des parents qui changerait d'orientation sexuelle? Alors, l'homoparentalité, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que ce sont des homosexuels qui sont parents. Et donc, en 2006, oui, la Belgique a adopté une loi permettant justement l'adoption des parents homosexuels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les lesbiennes, c'est pas très compliqué d'avoir des enfants. Bon, je pense que ça s'est fait tout le temps, mais depuis le milieu des années 80, la Belgique, certains hôpitaux universitaires pratiquaient la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes. Donc, procréation médicalement assistée, ça veut dire qu'un couple infertile va voir l'hôpital pour avoir soit une insémination artificielle, donc on met les spermatozoïdes dans le corps de la femme, soit les bébés éprouvettes, donc on met tout dans un tube, enfin c'est un peu une caricature, et puis voilà, c'est réinstallé dans le corps de la femme. Donc les lesbiennes, depuis le milieu des années 80, ont des enfants en Belgique. Les hôpitaux universitaires, pas confessionnels, mais les hôpitaux universitaires de l'Université libre de Bruxelles pratiquent ceci depuis longtemps. Alors, ça s'est étendu. Donc maintenant, un couple de lesbiennes en province du Luxembourg s'adresse à son gynécologue ou à la clinique de Libramont et a accès à la procréation médicalement assistée. Donc les enfants, en fait, des couples homosexuels ont maintenant, si on compte de 85 à aujourd'hui, je ne vais pas faire le calcul, mais ont maintenant plus de 30 ans. Dans d'autres pays, ils sont encore plus âgés. Donc l'homoparentalité est un phénomène qui existe depuis tout temps, puisque avant, les lesbiennes s'adressaient à un homme pour avoir des enfants. Donc c'est un phénomène courant. Alors c'est vrai qu'on on souhaite créer, parce qu'il n'est pas créé, un groupe de parents homosexuels, parce qu'on se rend compte qu'en fait certains enfants ont du mal à vivre l'homosexualité de leurs parents. J'irais ont du mal, c'est vraiment relatif. Donc, en province du Luxembourg, moi, je n'ai pas entendu de cas où il y avait des discriminations à l'école. Bon, les instituteurs accueillent... voilà. Moi, je pense que... personnellement, je le vis, donc voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de discrimination venant des professeurs, des instituteurs, etc. Mais par contre, je pense que la difficulté pour se mettre dans un groupe n'est sans doute pas aussi grande que si on était nous-mêmes l'homosexualité sexuelle ou autre, mais je pense qu'il existe une certaine difficulté aussi. Oui, c'est pour ça qu'on voudrait créer ce groupe, de manière à ce que les enfants puissent se rencontrer, échanger leurs expériences par rapport à ça, et surtout dire comment certains ont pu mieux se faire accepter ou mieux faire accepter. Alors, il y a des maladresses de la part de certains professeurs. Par exemple, faites votre arbre généalogique. Alors, quand c'est en primaire, ça va parce que, en général, la classe connaît la situation, mais quand on arrive en première à l'école secondaire, souvent c'est une école différente, et c'est vraiment une difficulté, parce que là, il faut mettre maman ou papa, et donc donc il y a comme ça des petits sujets qui sont un peu compliqués pour et ça serait aussi pour les enfants qui apprennent l'homosexualité de leurs parents plus tard, enfin qui ne sont pas nés dans un milieu homosexuel, mais qui
qui deviennent... Oui, donc le groupe est complètement ouvert. C'est et c'est vrai ouais. qu'on peut avoir donc dans des couples hétérosexuels, un des partenaires qui se rend compte au cours de sa vie qu'il est homosexuel et donc qui s'amène à la séparation des parents. Et donc, il y a la question de l'acceptation par les enfants. Je pense que ça, c'est plus dur que quelqu'un qui est né dans un couple homosexuel où, je pense, la famille a travaillé depuis longtemps à l'acceptation, où il y a une grande liberté de parole par rapport à ça. Ici, dans des couples comme ça, où il y a la séparation, il y a déjà la difficulté de la séparation. Souvent, le conjoint accepte mal la situation, et donc les enfants, c'est parfois un peu compliqué. Ouais. Mais au niveau de la... Enfin, excuse-moi. Vas-y. Au niveau de la psychologie de l'enfant, il n'a pas besoin d'un repère... Alors ça, c'était les théories qu'on entendait effectivement dans les années 90. Alors, ce qu'il apparaît, c'est qu'à partir du moment où il y a un tiers dans la relation mère-enfant, un tiers donc qui peut être masculin ou féminin, c'est ça qui fait, qui permet la séparation d'une trop grande fusion entre la mère et l'enfant. Ça, c'est donc... même avec les couples monoparentales. Moi, j'ai vécu pendant 7 ans avec ma mère. J'ai eu des références masculines qui m'ont entourée, et c'est ça qui a permis que je rentre pas dans un truc hyper fusionnel. Un enfant a besoin d'amour pour se développer, point. Peu importe qui lui apporte l'amour. Il faut quand même... Parce que je prends souvent le cas de l'hospitalisme, le cas aussi de la poupée de fer et de poupée de chiffon. Donc ça, c'est avec des primates, mais nous sommes des primates, donc il y a un truc. Donc le bébé singe, par exemple, préférera mourir mais dans les bras de la poupée en chiffon, plutôt que d'aller se nourrir près de la poupée en fer. Voilà, un enfant, pour se développer, a besoin d'amour, d'affection, et peu importe qui lui apporte. Après, ce sont des théories qui sont... Oh, pardon. Je pense qu'il existe quand même certaines situations pour lesquelles on a besoin, peut-être pas d'un père, si on a 2 mamans, mais vraiment d'un repère. Je pense que c'est indispensable parce que moi, personnellement, je vis avec ma maman, et voilà, c'est compliqué avec mon beau-père, etc. Et donc, ce que je pense, c'est que il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de repère. Et donc, pour certaines situations, ça peut paraître bête, mais par exemple, la première fois qu'il faut se raser la moustache ou quoi que ce soit, on se retrouve là devant et on se dit, qu'est-ce que je fais ? Donc, je pense que juste pour ça, c'est important le repère. Alors l'entourage en général est là autour. Voilà, donc certains couples veillent à ce qu'il y ait un parrain ou qui soit très proche, ou il y a les cousins, etc. Donc je pense que chaque couple arrive à trouver des référents masculins. Moi, je me méfie un peu de ces théories qui avaient cours ici dans les années 80, dans les années 90. Moi, je les ai entendues ici en Belgique, mais qui sont en recrudescence, en France notamment, du fait du lobby catholique qui est opposé au mariage pour les homosexuels et donc au mariage pour tous. Donc ce sont des lobbies qui sont très forts et qui sont très présents sur Internet, puisqu'on parlait d'Internet, et qui disent oui, non, il faut un papa, une maman pour un enfant. Alors, les enfants, ils ont 30 ans, 35 ans. Il y en a qui en ont une vingtaine d'années. Donc, voilà, ils se sont développés. Ils ont peut-être rencontré d'autres embûches, mais je pense que chaque enfant rencontre des embûches. Voilà. Et ça me fait penser à ma mamie qui est assez catho sur les bords. Enfin, moi, j'ai un peu du mal avec ça parce qu'il n'y a pas moyen de parler de tout, contrairement à mon autre grand-mère qui est une femme méga moderne. Enfin, bref. Et avec cette femme-là, ce qui se passe, c'est que on avait discuté justement du fait que dans une famille qui est par exemple deux pères, enfin des parents homosexuels et une jeune fille qui est là et qui se dit oui, mais j'ai mes règles, à qui je vais en parler? Et ma mamie a dit écoute, tu sais, à l'époque on parlait pas de ça avec nos mamans. On avait une tante ou une cousine avec qui on discutait, mais on n'avait pas ce rapport hyper ouvert au niveau de la contraception, au niveau avec nos parents, et rien que parler d'un couple homosexuel, c'était déjà assez compliqué avec elle. Donc c'est peut-être pas une bonne référence, mais pour dire qu'au niveau des références
d'adultes qu'on peut avoir dans notre enfance. Il y a moyen de vraiment trouver autre part, même si c'est pas parents ou famille proche, quoi. Il y a vraiment moyen. Oui, oui, pardon. Oui, je veux dire, pardon. Les parents d'homo se préparent. Oui, les parents il y a homo aussi plutôt une se réflexion, préparent à hein. ce genre de choses. Ouais, Donc ouais. ils font pas des enfants ou ils adoptent pas des enfants juste pour avoir des enfants. Donc ils savent qu'ils risquent d'avoir certains petits problèmes et ils y sont préparés. Oui, ça c'est... Et aussi le J'imagine. meilleur exemple, c'est la bonne santé mentale en fait des enfants qui ont maintenant 30, 20 ans. Il y a pas on constate qu'il n'y a aucune différence, on va dire. Qu'ils n'ont pas un syndrome d'avoir 2 papas, 2 mamans. Ouais. Sont des personnes, entre guillemets, comme les autres. Ouais, non, ça c'est clair. Il y a pas de... Une question à la con comme ça, mais est-ce que le fait d'avoir des parents homosexuels nous détermine à devenir homosexuels ou on voit qu'il n'y a aucun rapport de cause à effet? Oui, c'est une question à la con. Hein. Oui, je sais, déjà su. Donc, en fait, les études sont là. Donc, c'est pas une question à la con parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'études sur la question. Donc, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a un tout petit peu plus d'enfants homosexuels dans les familles homosexuelles. Ça s'explique simplement parce que l'homosexualité étant présente, c'est un choix qui est fait de l'assumer ou une prise de conscience qui arrive plus rapidement. Mais sinon, on peut dire que l'homosexualité n'est pas héréditaire, en tout cas aussi facilement. Bah justement parce que dans ces familles-là, c'est pas tabou, donc il n'y a pas de problème de venir te faire papa, bon bah je pense que hein et bah non, il y a pas ce tabou, donc effectivement ça va être plus, enfin on va remarquer une petite différence, quoi. Ça me fait penser en fait la réflexion du papa, de la difficulté en fait de dire son homosexualité quand on est jeune, enfin quand on n'est pas jeune aussi, mais pour les adolescents par exemple, à qui le dire en premier lieu, etc. Les témoignages, souvent c'est je l'ai dit à mon meilleur ami, à ma meilleure amie, et elle n'est plus du tout, ou il n'est plus du tout mon meilleur ami parce que il a mal accepté la chose. Alors ce qu'on remarque maintenant, parce que les choses évoluent, c'est que souvent les enfants en parlent à un des 2 parents. Donc, c'est une chose qui évolue parce que moi, j'ai jamais imaginé en parler à mes parents. C'était impossible. On en parlait à des amis ou à des inconnus dans des boîtes, etc. Mais c'était pas imaginable. Le chauffeur de bus. Oui, le chauffeur de bus. Et c'était pas imaginable d'en parler à ses parents. Et maintenant, je vois qu'il y a une ouverture du dialogue dans la famille, ce qui est vraiment une bonne chose parce que les adolescents ont besoin d'être soutenus. Il faut se dire que le suicide chez les adolescents homosexuels reste 6 à 7 fois plus élevé que chez les autres adolescents, et les tentatives de suicide aussi. Donc, ça reste préoccupant, le fait de ne pas être accepté ou d'avoir peur, surtout, de ne pas être accepté. C'est pour ça qu'on a créé, j'en profite pour le dire, un groupe jeune à la Maison Arc-en-Ciel. Donc, c'est un embryon, puisqu'il y a 6 ou 7 jeunes qui fréquentent ce groupe. Bon, il faut dire qu'il est né en janvier, donc c'est déjà pas mal. Il se réunit le mercredi après-midi, donc il y a une permanence jeune tous les mercredis après-midi, mais certains mercredis, donc ce sera le 22 mars, le prochain mercredi jeune, on fera un spaghetti. Moi, je ne serai pas là parce que je ne suis plus jeune, mais l'animateur beaucoup plus jeune sera là pour entourer le groupe. Et l'idée, c'est justement avoir un endroit où on peut être soi-même sans devoir cacher son homosexualité. C'est parfois un premier pas pour après en parler à ses copains à l'école. Voilà. Par contre, j'aime pas les pâtes. Oui, mais on peut faire autre chose, hein, mais les riz bolognaises, c'est pas très bon, je crois. Non. On va bientôt terminer l'interview parce qu'on a vraiment beaucoup débordé et on ira très vite pour les autres chroniques. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pour le web, c'est à la radio que le reste sera coupé, mais pour le web, tout sera là. Voilà, et il se passe quelque chose le 17 mai. Qu'est-ce qui se passe le 17 mai ? Alors, le 17 mai, c'est la journée de lutte contre l'homophobie. Donc j'en profite pour dire qu'on fait une journée porte ouverte, hein, donc venez, c'est un mercredi aussi, donc les jeunes sont bienvenus. Le 17 mai, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, c'est mondial, donc ce sera partout dans le monde. C'est vrai que à cette occasion, nous, on va interpeller les communes pour qu'elles mettent sur la maison communale le drapeau arc-en-ciel. On a des drapeaux arc-en-ciel, donc si quelqu'un d'autre veut mettre un drapeau arc-en-ciel, bon, s'il y en a beaucoup de demandes, on les vendra, hein, mais si vous êtes seulement quelques-uns, on vous offrira le drapeau arc-en-ciel. Donc c'est une option pour la MJ. Voilà, donc c'est vraiment une journée de solidarité avec les homosexuels. Alors,
En Belgique, c'est vrai, on est moins dans la lutte contre l'homophobie, même si ça reste présent. On a quand même assisté à des crimes homophobes ces dernières années, mais c'est surtout par rapport à l'étranger et en Afrique, dans les pays musulmans, c'est une situation vraiment catastrophique pour les homosexuels. Donc on pense à eux à ce moment-là. Voilà. Et la symbolique du drapeau arc-en-ciel, c'est... Alors voilà, il faut aller voir sur le web. Ok. Donc drapeau arc-en-ciel, je pense qu'il est né aux États-Unis juste après la naissance de la Pride. Donc la Gay Pride est maintenant qu'on appelle la Pride ici, la Belgian Pride en Belgique. J'ai un accent anglais encore plus pourri que le vôtre, ne vous tracassez pas. Donc c'est dans les fin des années 60, je pense, aux États-Unis, quand en fait dans un bar gay, ce sont plutôt des travestis qui se sont rebellés contre la police. Donc les descentes de police étaient courantes dans les bars aux États-Unis, dans les bars, je pense que c'était à Los Angeles ou non, c'était à New York. En général, les travestis étaient prévenus. Il y avait comme ça une connivence entre certains policiers, ils étaient prévenus. Ce jour-là, ils n'ont pas été prévenus. Et donc, les policiers ont été vraiment très agressifs. Et certains se sont fait enfermer dans le bar par les homosexuels et par les travestis qui se sont rebellés. Donc, ça a démarré par une bouteille sur la tête d'un policier, et puis ça a dégénéré. Et ça a provoqué des émeutes. Et donc, la Pride, qui a lieu partout dans le monde, dans les pays où il n'y a pas une opposition forte à l'homosexualité ou à la transidentité, c'est montrer la fierté par rapport à des autorités qui seraient et par rapport au monde entier, la fierté d'être homosexuel. Alors on n'est pas plus fier d'être homosexuel, mais la fierté de pouvoir l'affirmer. Et donc la Belgian Pride ici a lieu le 20 mai. Donc quelques jours après la journée de lutte contre l'homophobie. Et à Bruxelles, au Mont des Arts, malgré les menaces attentats, elle est maintenue. Et donc c'est le moment où on peut se rencontrer, mais tout le monde est invité. Alors cette année particulièrement, la question... le thème mis en avant, puisqu'il y a un thème chaque année qui est mis en avant en Belgique, ce sera les questions de migration, puisque on joue la pleine solidarité avec les candidats réfugiés qui viennent ici après avoir vécu les pires choses dans leur pays. Et avant de conclure cette interview, est-ce que vous avez 2-3 numéros de contact, une adresse email Alors, il y a un site, il y a un site et une page Facebook. Donc, je pense que la page Facebook, c'est Maison Arc-en-Ciel Luxembourg. Oui, le site, c'est www.lgbt-lux.be. Ok. Voilà. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir informés. On a Merci appris à des vous. choses. Oui, merci à vous.